Cette semaine, incendie suspect dans une pizzeria à Saint-Ligory. Une nouvelle clinique médicale sans rendez-vous à Saint-Gabriel. Et l'ultimatum du gouvernement lancé aux épiciers se terminait en fin de semaine. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 16 octobre 2023. Une pizzeria durant Montcalm à Saint-Ligory a été la cible d'un incendie suspect dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Alors qu'une pizzeria de Saint-Jacques a été atteinte par un incendie le 12 octobre dernier. Il s'agit du deuxième incendie suspect dans la MRC de Montcalm. Sans oublier qu'une autre pizzeria a été la proie des flammes à l'Épiphanie, sur la rue du Centaure dans la Naudière, dans la nuit du 6 au 7 octobre. C'était un deuxième incendie au même endroit en quelques semaines. Le dossier de la pizzeria durant Montcalm a donc été transmis à la Sûreté du Québec afin de déterminer les causes et circonstances de cet événement. L'enquête se poursuit. Une nouvelle clinique médicale voit le jour à Saint-Gabriel. Une clinique qui, pour l'instant, n'offrira que 4 heures par semaine de sans rendez-vous. Mais comme dit si bien la chanson, ce n'est qu'un début. On écoute le reportage sur cette nouvelle clinique qui est ouverte depuis ce lundi 16 octobre. La coopérative Solidarité Santé du Grand Brandon, située au 250 rue Masquinongé à Saint-Gabriel, a ouvert depuis ce lundi 16 octobre une nouvelle clinique médicale. 13 500 personnes de 7 différentes municipalités pourront maintenant bénéficier de cette nouvelle clinique. Madame Kim Courchaine, présidente de la coopérative, nous explique le but de ce projet et quel sera le fonctionnement de cette nouvelle clinique de la Coop Santé. Le projet, en fait, de coopérative, et le premier objectif est le maintien des services de santé dans la région. Bien évidemment, le but futur et actuel, c'est d'augmenter les services à la population du Grand Brandon. Et notre but est d'aller chercher des professionnels de la santé pour les intéresser à venir travailler dans la région. En fait, on est en mode grande séduction. On a créé des locaux neufs, des équipements neufs. On est maintenant, la coopérative accueille le GMF satellite, dans le fond, le docteur Tremblay, qui est responsable du GMF de Saint-Gabriel de Brandon. Qu'est-ce que le GMF? En fait, le GMF, c'est un groupe de médecine familiale. Okay. Le docteur Tremblay a intégré le groupe de médecine familiale Berthier-Montcalm, donc qui regroupe la clinique de Saint-Gabriel, la clinique de Berthierville et la clinique de Saint-Jacques-de-Montcalm. Fait que là, parlons pour qu'est-ce qui arrive lundi, à compter de ce lundi. Combien on va y avoir de personnel de la santé qui va travailler ici en ce moment? Donc, lundi, c'est le docteur Tremblay qui pratique déjà dans la région de Saint-Gabriel, mais qui déménage, donc qui s'en vient dans notre coopérative, continuer à faire sa pratique médicale. Comme il faisait à l'autre emplacement. Comme il faisait à l'autre emplacement. Et on demande, la coopérative demande, puisqu'on a installé tout un secteur où on peut traiter des mini-urgences, donc des problèmes de santé spontanés qui ne demandent pas un suivi à long terme, mais qui auraient besoin d'être réglés là, mais qui ne sont pas majeurs ou pour lesquels, pour les patentes, attendre à l'hôpital 10, 12, 15, 20 heures. Les gens vont pouvoir appeler à la coopérative et voir s'il y a de la disponibilité. Vous comprendrez que le docteur Tremblay a sa clientèle et là, lui offre un 4 heures, ce qu'on appelle à la mini-urgence, donc un 4 heures de 100 rendez-vous disponibles. Par semaine? Par semaine. Okay. Donc, plus il y aura de professionnels de la santé qui viendront travailler dans la coopérative, bien, plus il y aura de plages horaires de 100 rendez-vous pour répondre aux besoins des patients orphelins, donc qui n'ont pas de médecin de famille, à leurs petits besoins spontanés pour lesquels on pourrait répondre au lieu d'attendre d'un très long terme là, au niveau de l'hôpital, par exemple. Ce qui est intéressant parce que... Nous en avons profité lors de notre passage pour faire la visite des lieux et d'en apprendre davantage sur les services offerts. Alors ici, on se trouve à l'entrée principale, c'est ça? Dans la salle d'attente? Oui, ici, on se trouve dans la salle d'attente, effectivement, de la coopérative de santé, où vous serez accueillis par le personnel administratif afin de vous diriger vers le bon professionnel de la santé si vous avez un rendez-vous ou si vous avez appelé pour du sans rendez-vous.
ils vont vous orienter pour continuer votre évaluation. Si vous arrivez sans rendez-vous, par exemple, pour une évaluation, une rougeur, quoi que ce soit, il est possible qu'on vous demande de vous présenter dans une des salles d'évaluation, qu'une infirmière, par exemple l'infirmière du docteur Tremblay, pourrait déjà faire un triage, comme on appelle, pour regarder un peu, analyser c'est quoi vos besoins, peut-être prendre la pression et tout ça. Et là, si le médecin a besoin de venir vous voir par la suite, va faire l'intervention médicale avec vous dans la salle d'évaluation. Donc, ici, ce sont des salles d'évaluation. On a 2 genres de salles d'évaluation. Oui, en fait, il y a 3 salles d'évaluation dans la coopérative de santé, mais il y a 2 modèles, si on pourrait appeler ça comme ça. Ça, c'est un des 2 modèles. Oui, en fait, dans le modèle ici, la salle est un peu plus grande que les 2 autres et ce qu'on appelle la salle familiale. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des petits applis, des applications sur les murs pour faire un petit peu d'animation pour les jeunes enfants. Et c'est d'adapter, entre autres, vous avez la balance pour les bébés, le mesurage d'enfants. On a une chaise berçante pour permettre, entre autres, à une mère de venir allaiter. On pourrait avoir un papa qui vient avec un enfant qui pleure, des choses comme ça. C'est toujours stressant pour un parent, pour un enfant qui est malade. On pourrait lui demander de venir attendre ici au lieu d'attendre dans la salle d'attente. Donc, plus confortable, autant pour le parent que l'enfant, et confortable pour les autres patients qui attendent aussi. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle... Bien, en fait, c'est la mini-urgence Desjardins. Desjardins est un excellent contributeur, est un partenaire important dans ce projet-là. Alors, c'est la mini-urgence qui va s'appeler la mini-urgence Desjardins. Mais là, on le souligne encore, là. Mini-urgence, mais pour des urgences mini. C'est les urgences qui sont minimes, c'est ça. Urgences minimes. Donc, c'est l'emplacement dans lequel les professionnels de la santé vont travailler. Vous pouvez voir en arrière-plan là, une table d'intervention, il y a une lampe chirurgicale dans une salle ouverte où, par exemple, quelqu'un pourrait se faire des points de suture. On a également une salle qui est plus fermée, qui est juste ici, là, à ma droite. En fait, c'est le même principe, mais la salle est un peu plus adaptée pour des besoins où on aurait besoin d'un peu plus d'intimité au niveau médical. Et il y a une table, adaptée qui est électrique dans cette salle-là, qui peut se monter et se descendre, question de faciliter l'accessibilité à la table. Une personne âgée, un jeune enfant, une personne handicapée, une personne en surpoids et tout ça, pour faciliter l'embarquement dans la table d'intervention, comme vous pouvez voir, qui est naturellement quand même un peu haute. C'est un autre type de table dans l'autre salle qui permet une meilleure accessibilité aux patients. Fait que si je ne me trompe pas, là, on regarde les équipements, c'est tout neuf, ces équipements-là. C'est Oui. pas vieux, il n'y a rien de vieux là-dedans. Non, là, ce que vous voyez, ça n'a même jamais été utilisé. Alors, c'est flambant neuf, comme on dit, autant les locaux que tous les équipements médicaux. C'est le standard qu'on pourrait dire, ce qui est essentiel dans un bureau de médecin, le bureau de consultation, les systèmes informatiques, table d'évaluation, les appareils d'examen. Puis vous avez évidemment là, ce qui est un lavabo, armoire de rangement pour toutes les fournitures médicales qui sont installées à l'intérieur de ça. Fait que le personnel de la santé a juste besoin d'arriver avec son portable et de se brancher puis accès à tout. Bien, même pas avec son portable. S'il veut, il peut le faire, mais sinon, l'ordinateur est fourni. Nous autres, ce qu'on dit, c'est apportez votre stéthoscope, on va gérer le reste. Merveilleux. Ça devrait bien aller. Une journée porte ouverte qui est prévue quelque part au mois de novembre et qui sera affichée sur le site Internet de la Coop Santé du Grand Brandon. L'entrevue intégrale avec Mme Courchaine sera bientôt diffusée sur les ondes de CTB-TV. Les principaux épiciers du Canada ne confirment pas encore s'ils sont engagés à mettre en place des promotions spéciales pour stabiliser les prix des produits alimentaires, comme l'a récemment promis le gouvernement fédéral. Le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé la semaine dernière que les épiciers avaient présenté des premiers plans pour stabiliser les prix, qui comprennent des rabais, des gels de prix et des campagnes de garantie du meilleur prix. Eh bien, la presse canadienne a contacté les épiciers Loblaw, Empire, Metro, Walmart et Costco pour confirmer exactement ce que chacun d'eux a promis de faire. Metro a refusé de commenter, tandis que Loblaw, Empire et Costco n'ont pas répondu à la demande de commentaires. Dans une réponse écrite, une porte-parole de Walmart Canada a déclaré que l'entreprise avait partagé avec le gouvernement son intention de continuer à offrir des bas prix tous les jours. Le gouvernement fédéral a lancé un ultimatum aux épiciers en septembre, affirmant qu'ils devraient présenter des plans visant à stabiliser les prix des produits alimentaires d'ici l'Action de grâce, sous peine de faire face à d'éventuelles mesures fiscales en conséquence.
Dans le cadre de la Stratégie nationale en prévention du suicide du ministère de la Santé et des Services sociaux, une subvention de 75 000 $ a été octroyée au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Le conseil d'administration de l'organisme a jugé important de partager cette subvention avec le Service de travailleurs de rang de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA de Lanaudière, en lui remettant la somme de 30 000 $. Le dossier de la santé psychologique est une priorité pour l'UPA et de nombreux facteurs viennent alourdir la tâche des familles agricoles, selon M. Marcel Papin, président de la fondation de l'UPA de Lanaudière. Le concept de travailleur de rang, inspiré du travailleur de rue, s'inscrit dans une approche préventive proactive. L'intervenant va à la rencontre des producteurs agricoles directement sur leur entreprise afin de déceler et d'intervenir si un producteur ou une personne de son entourage démontre des signes de détresse psychologique. Ce service est confidentiel et gratuit. Le taux de suicide chez les agriculteurs est malheureusement 2 fois plus élevé que celui de la population générale. M. Claude Saint-Pierre, président du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, explique que la détresse psychologique est présente dans toutes les sphères de la société, mais que la clientèle agricole subit particulièrement les contre-coups des changements climatiques et de l'inflation. Rappelons qu'en 2022, ce sont plus de 200 interventions qui se sont tenues sur le territoire de Lanaudière. Centraide Lanaudière vient d'annoncer un financement de 1 169 000 $ pour soutenir 21 projets répartis dans différentes MRC, dont celles de Dautré, de Joliette, l'Assomption, Matawini et Montcalm. Ce financement est dans le cadre du Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada. Le Fonds de relance est un investissement ponctuel de 400 millions de dollars qui vise à aider les organismes communautaires à s'adapter, à se moderniser et à être mieux outillés pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et aussi la durabilité des services. Sur ce montant, 10 240 $ ont été investis au Centre d'action bénévole Brandon pour financer la modernisation d'équipements. Ainsi, on vient augmenter la production, améliorer la gestion de l'inventaire et fournir à la demande accrue de services. Du côté de Joliette, ce sont 200 000 $ qui ont été investis dans l'auberge du cœur Roland Gauvreau pour soutenir l'implantation de la seule maison d'hébergement temporaire non mixte dans la région de Lanaudière dédiée aux femmes avec ou sans enfants et en situation d'itinérance. Également, 71 668 $ va à l'organisme Au Bonheur des aînés Lanaudière pour soutenir la mise en œuvre d'activités. Pour la Matawini, c'est 27 864 $ dans l'organisme Califa et 63 250 pour les cuisines collectives de Mata, afin d'acquérir des appareils adéquats. Et finalement, pour la MRC de Montcalm, 16 572 $ va à l'organisme Les Ailes de l'Espoir. Plusieurs autres organismes de ces MRC ont également reçu un certain montant d'argent. Ces organismes communautaires jouent un rôle de premier plan quand il s'agit de répondre aux besoins des communautés. Et malheureusement, depuis les premières phases de la pandémie de COVID-19, ils ont dû composer avec une demande accrue de services, une baisse de leurs revenus et une diminution des dons en raison de la hausse du coût de la vie. L'Association coopérative d'économie familiale, la ACEF de Lanaudière, met la population en garde alors que les fraudes de type pop-up connaissent une augmentation. Dans les circonstances, l'organisme invite la population à faire preuve de vigilance lors de ses activités en ligne. Les fraudes de type pop-up peuvent surgir par hasard, de façon imprévue, lors de la navigation sur un site Web. Ces tentatives de fraude sont présentes par l'apparition d'une fenêtre qui incite l'internaute à faire une action pour corriger une situation qui semble urgente. Beaucoup de ces messages semblent provenir d'un logiciel de protection antivirus légitime. Voici quelques exemples. Une fenêtre qui apparaît et on vous demande de faire un scan de votre ordinateur en cliquant sur le bouton présenté dans la fenêtre
parce qu'un logiciel malveillant a été détecté. Ou encore, le site que vous visitez est supposément infesté et on vous demande de téléphoner au numéro indiqué à l'écran pour avoir de l'aide immédiate. Il y a même une autre version qui vous informe que vos données personnelles sont en danger. Ou bien encore, on vous informe que vous êtes l'heureux gagnant d'un concours spontané et on vous demande vos coordonnées pour vous envoyer votre prix. Alors, quoi faire en cas de doute? Si un message suspicieux de ce type apparaît, la CEF recommande de ne pas tenter de fermer le navigateur ou la fenêtre suspecte elle-même. Dans une telle situation, il est plus sûr de presser les boutons CTRL, ALT, DELETE simultanément afin d'ouvrir le gestionnaire de tâches et ensuite mettre fin à la tâche du navigateur utilisé. Enfin, la CEF suggère de lancer manuellement un scan de l'ordinateur à l'aide d'un logiciel antivirus après un tel événement. Impliquée dans la région depuis 1971, la CEF Lanaudière est une organisation communautaire à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser, d'informer et de soutenir les personnes en matière de finances personnelles et aussi de protection du consommateur. Diane Leboeuf habite au 2e étage d'un duplex à Saint-Charles-Borromée depuis octobre 2019. Elle se sent constamment harcelée et décrit son environnement comme malaisant. Elle se sent même privée de son intimité. Selon ce qui a été retenu par le tribunal, eh bien, ses voisins qui résident au rez-de-chaussée l'espionnent, la menacent et l'intimident de plusieurs façons. Toujours d'après le document de la Cour, le couple a même installé 6 caméras pour surveiller de près les faits et gestes de la locataire. Une torture mentale, selon Mme Leboeuf. Elle a même été agressée par ses voisins au point d'avoir été indemnisée par l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Après avoir avisé à maintes reprises le propriétaire, M. Sylvain Rivet, résident de Sainte-Marceline, qui ne voulait pas s'en mêler et voulait simplement avoir la paix, elle a dû se tourner vers la Cour pour régler une fois pour toutes cette désagréable situation. La juge, Mme Linda Boucher, du tribunal administratif du logement, a donc tranché en sa faveur avec toutes les preuves à l'appui. Dans sa décision, rendue le 20 septembre dernier, la juge a finalement ordonné à Sylvain Rivet de retirer ou de repositionner 6 des 14 caméras autour de son immeuble. Le tribunal a aussi condamné le propriétaire à diminuer de 200 $ par mois le loyer de Mme Leboeuf depuis juin 2020, et ce, jusqu'à ce qu'elle retrouve la jouissance paisible des lieux loués. Les discussions se poursuivent concernant la vente de l'église de Sainte-Béatrix. Alors que le diocèse confirme que rien n'est encore officiel, eh bien, certains citoyens réclament une consultation publique. La vente de l'église de Sainte-Béatrix a alimenté bon nombre de discussions au cours des dernières années. Et le fait que la municipalité puisse se porter acquéreuse du bâtiment a notamment été abordé par le passé. Actuellement, eh bien, la fabrique aurait reçu une proposition d'achat de la part de l'organisation Aide Québécois. Il resterait toutefois des éléments à attacher avant qu'une demande formelle ne soit formulée auprès de l'évêque, qui doit approuver la transaction. En entretien avec le journal L'Action, le curé Pierre Gervais-Majot raconte qu'à la base, il y avait 2 soumissionnaires potentiels, soit Aide Québécois et l'organisme Patrimoine Sainte-Béatrix, au sein duquel est notamment impliqué l'ancien marguillier Gilles Aymard. Toutefois, Patrimoine Sainte-Béatrix a finalement retiré son projet quelque temps avant la date butoir. Toujours selon le curé Majot, eh bien, le dossier avec Aide Québécois progresse bien et le projet en est un de centre communautaire avec un volet culturel et certaines cérémonies de culte telles que mariage et funérailles. La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est très fière d'annoncer qu'elle accueillera Diane Tell lors d'un grand spectacle d'automne qui aura lieu le samedi 28 octobre à 20h à l'église de Saint-Alphonse. Installée en Europe depuis 1984, Diane Tell a effectué de nombreuses tournées au cours des 25 dernières années. On retrouve une douzaine d'albums de chansons originales, un album d'adaptation inédite par Boris Vian,
une comédie musicale et une vaste quantité de participation et de collaboration. On se souviendra de la collaboration de La légende de Jimmy de Michel Berger et Luc Plamondon en 1990. Son plus récent album Haïku, réalisé par Fred Fortin, est sorti en octobre 2019. Eh bien, pour les intéressés, les billets du spectacle sont en vente à la réception de l'Hôtel de Ville de Saint-Alphonse-Rodriguez. Et pour plus d'informations, on visite le site Internet affiché à l'écran. Les Loups de Saint-Gabriel ont dû s'incliner 4-1 contre les Cuisines Action de Farnham samedi dernier à l'Arena Madeleine-Auclair. Les Cuisines Action ont marqué le premier point du jeu lors de la première période. Et en deuxième période, les Loups ont tenté de remonter la pente en inscrivant leur premier point. Mais l'équipe adverse a pris une confortable avance de 2 points supplémentaires en deuxième période et d'un 4e point en troisième, remportant le match 4-1 contre les Loups. C'est ce dimanche 22 octobre à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel qu'aura lieu la prochaine partie des Loups. Ils affronteront les HC Crédit Oui de Mercier. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez surtout pas l'émission Chacun son refrain. Monsieur Gilles Comeau reçoit la chanteuse Ali Bell. Et sans vouloir faire un jeu de mots, elle a une super belle voix. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente journée.